Dis-moi Martial, comment est venue l'idée de lancer ces soirées littéraires? Alors j'ai eu la chance de connaître le centre culturel à ses débuts, pas beaucoup parce que c'est à l'époque où je partais faire mes études à l'étranger. Je sais aussi que dans les années 50, la radio Maurice avait beaucoup de programmes faits par des Mauriciens et mettant entre autres en valeur des textes littéraires de chez nous. À l'époque, c'était surtout Hart, Cabon, Malcolm de Chazal déjà, Raymond de Kervern. Et après, bon, il y a eu une longue séparation, quoique je revenais au centre de temps en temps, surtout pour des conférences littéraires. Je garde souvenir d'une conférence absolument géniale de Maurice Rowe sur Saint John Perse, où j'étais persuadé qu'il lisait un texte alors qu'il ne faisait que consulter ses notes sur une carte de visite. C'était inscrit Saint John Perse, sa vie, son œuvre, réflexion. C'est tout ce qu'il avait comme note. Et à un certain moment, j'ai été approché donc, pour faire partie du comité exécutif du centre. Et j'ai eu envie de faire revivre un peu cette activité littéraire d'autrefois. Donc nous avons trouvé la formule. Je sais que, par expérience, que la présentation des textes littéraires rebute un peu certains qui mordus, parce qu'il faut apprendre des textes par cœur. Il y a toujours ce trac du trou de mémoire, etc. Et c'est là que j'ai proposé un peu des séances de lecture vivante, hein, et une préférence quand même pour la littérature mauricienne. C'est pas que je la considère supérieure à la littérature française ou à d'autres littératures dans le monde, mais c'est la nôtre. Et si nous ne la défendons pas, si nous ne la mettons pas en valeur, personne ne le fera à notre place. Donc j'ai obtenu un peu des autres, hein, des collaborateurs, que ce soit des écrivains mauriciens, poètes, romanciers, nouvellistes, etc., qui soient l'objet de nos soirées littéraires. Alors la formule est très bonne, très facile, à peu près une fois par mois, généralement le dernier vendredi du mois. Et on se rencontre sur un thème donné. On a fait sur Cure-Pipe, on a fait sur Port-Louis, on a fait sur les cyclones, enfin des thèmes comme cela, ou alors un auteur ou une œuvre. Hein. Et donc, c'est Maryse d'Espeigné qui est un petit peu la cheville ouvrière qui choisit un peu les textes, les passages. Il faut quand même que ce soit très minité parce qu'il ne faut pas être trop long. Hein, Et donc, nous faisons ça maintenant depuis plusieurs années, 5 ou 6 années. Hein, et nous sortons de là très enrichis. Hein. Effectivement, ce n'est pas la seule formule. On peut très bien vivre la même émotion littéraire seul, chez soi, mais je pense que quand c'est vécu ensemble, collectif, c'est quand même plus fort, hein, parce que surtout après la performance, il y a l'échange autour d'un verre de l'amitié, donc la discussion reprend plus librement, chacun s'exprime. Et on a le sentiment d'avoir vécu un moment fort, hein, que lire un livre chez soi ne pourra jamais produire. Il était 20h30 quand il a téléphoné à la maison. Je m'en souviens, car l'heure était inscrite sur mon portable. Je regardais tranquillement scène de ménage sur M6. Et le choix des textes, il est très personnel aussi. Alors le choix des textes, c'est bien souvent, c'est un petit peu l'événement. Quelqu'un arrive avec une idée. Forcément, quand on a la chance d'avoir dans le pays un Ananda Devi, on essaye de faire quelque chose autour de son dernier roman. On profite un peu de son passage à Maurice. Hein. Et sinon, c'est un petit peu par exemple, les 50 ans d'indépendance ont été un peu l'occasion de penser un peu à ce thème sur le plan littéraire. Donc nous laissons un peu
guidé un peu par l'événement, les temps forts du moment, enfin, sans trop suivre l'actualité. Parfois on suit de près, parfois on s'en détache complètement, quoi, hein. Nous sommes encore dans ces célébrations du 50e de l'indépendance. Quels sont un peu les textes importants qui tournent autour de ce thème? Ben, l'indépendance, au départ, c'est dans ces textes littéraires de tout temps, on retrouve une passion, une dévotion pour le pays. Tous ces poètes, ces écrivains n'ont pas cessé de nous dire que nous vivions dans un pays merveilleux, aussi bien par ses paysages que par sa population, les sentiments qui nous animent. Et donc, si on est ce que nous sommes aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance, c'est en grande partie grâce à ces poètes, ces romanciers qui nous ont décrit un peu la vie du Mauricien à différents âges de l'histoire, comment vivaient nos parents, nos arrière-grands-parents, comment se vivait la vie de tous les jours à l'époque française. Je pense au roman de Marcel Lachès qui décrivent si bien cette atmosphère du XVIIIe siècle, hein, ou même du XIXe siècle, hein. Donc, cette littérature mauricienne nous permet donc de voyager un peu dans le temps et aussi dans notre pays, hein. Et donc, il y a des choses qu'il faut que ce soit un poète qui nous prenne par la main pour nous dire un peu, voilà comment il faut voir notre pays, hein. Manna Boulel, vous avez entre vos mains un livre qui vient de sortir, qui est un très long titre. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez découvert ces textes? Première réaction, je me suis dit que Pascal a quand même hérité d'un peu de l'humour caustique de son père. Deuxième réaction, je me suis dit non, mais c'est pas du tout pareil, parce qu'il nous raconte des histoires, et des histoires qui font connaître un Pascal qui connaît bien son île, parce que quand il vous raconte Houton ou Pamplemousse, on voit bien, on se situe dans l'endroit. De plus, il a une culture extraordinaire puisqu'il va en Égypte et là aussi, il vous fait vivre ce qui se passe dans ce pays. Et le texte que vous avez choisi, pourquoi l'avez-vous pris? C'est le premier texte, en fait. J'ai choisi Le Sommeil du Sultan. J'ai trouvé ça extrêmement rigolo. Petite histoire qui nous fait sourire. Et puis, ça m'a rappelé un peu mon enfance, les contes de Mille et une nuits. On se retrouve, en fait, incroyable, ce sultan qui débarque à Port-Louis et puis tout à coup découvre un Mauricien qui pourrait être son oreiller. C'est incroyable. Ce sont des textes avec beaucoup d'images plein la tête. Beaucoup d'images plein la tête, beaucoup de... qui montrent qu'il est quand même, Pascal est resté un enfant. Et ça se voit dans le texte, dans tout ce qu'il écrit. Vous trouvez le temps, vous faites beaucoup de choses, vous trouvez le temps de lire? Je trouve le temps, j'ai besoin de lire, c'est une passion, c'est quelque chose je ne pourrais pas vivre sans lire. Quel genre de lecture aimez-vous en particulier? Beaucoup d'auteurs mauriciens, surtout, beaucoup que je découvre en plus maintenant, des auteurs sud-américains, et des auteurs japonais. Le fait de venir animer de temps en temps ces soirées littéraires, ça nous rappelle un peu à l'époque où à la radio, on faisait beaucoup de lectures, on permettait aux gens comme ça de voyager en restant chez eux. Oui, tout à fait, et je crois que on devrait pouvoir le faire encore. Maintenant, la radio, c'est le média qui interpelle beaucoup plus les gens parce qu'on écoute la radio quand on est en voiture, on écoute la radio n'importe où. Même quand on est en train de lire, on entend le son de la radio qui est là. Et à la radio, on peut faire du théâtre, faire de tout, faire rire les gens, faire les gens se sentir bien, quoi.
Pas simplement parler des mauvaises nouvelles qui font la une. Ou des problèmes de société. Vous disiez un peu plus tôt que Pascal Lagesse, l'auteur, est resté enfant. Quelles sont les lectures d'enfants qui vous sont restées chères? Les lectures d'enfants, beaucoup de lectures d'auteurs, je dois dire américains, anglais, les Tom Sawyer et tout ça, qui sont restés dans la tête. Malgré tout, Shakespeare, qui était réduit, parce qu'il y avait des Shakespeare très très forts, qu'on connaît, pour le théâtre, mais aussi il y avait des petites histoires qui étaient basées sur lui, qui sont restées. Et en plus, les Français, les fables de La Fontaine qu'on étudiait depuis qu'on était à l'école, tout cela, ce sont des choses. Et je vous parlais des Contes des Mille et Une Nuits. Et il y avait toujours quelque chose qui me faisait voyager, en fait, qui me faisait rêver, qui me faisait partir ailleurs. Et le fait de lire des histoires comme ça en public, on va dire, ça donne une autre dimension au livre et à l'histoire. Tout à fait, parce que d'abord, c'est un choix personnel, donc subjectif, qu'on partage avec ceux qui sont là, qui sont venus. Mais c'est aussi le désir très très fort de faire connaître, parce que ça fait 5 ans qu'on fait ça. Tous les mois, on fait connaître des auteurs mauriciens, on cherche, on travaille. Et je trouve que c'est très important aujourd'hui, non seulement de faire connaître les auteurs mauriciens, d'amener les gens à vouloir lire, à vouloir connaître la fin de cette histoire, de ce conte, de cette chronique qu'on leur dit. Une dernière petite chose, vous avez une longue carrière à la radio et à la télévision, dans le social, vous évoluez dans plusieurs sphères. Vous n'avez jamais eu envie de vous raconter? Pas vraiment. Est-ce qu'il faut être narcissique pour le faire? J'en sais rien. Non, pas pour le moment. Ça reviendra peut-être? Peut-être un jour. Hier, je vous ai frictionné à l'alcool confrère. Et aujourd'hui, vous voulez sortir? Mais c'est une folie! Alors, je ne peux pas. Je peux même. Ne discutez pas. Ne discutez pas. Ne discutez pas. Je vous réserve une grande surprise. Hein? De qui est cette lettre? Hein? Je sortirai quand même aujourd'hui. Non, vous ne sortirez pas. Vous voulez me faire pleurer pour ne pas perdre l'habitude? Sortir? Mais tu ne voulais pas curer ta pipe aujourd'hui? Tu voulais curer ta pipe. Après avoir pris ton thé, est-ce que nous ne devions pas préparer un gâteau de riz? Est-ce que moi je ne dois pas préparer de la pommade contre nos rhumatismes? Tu vois, nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et monsieur veut aller se promener. Ben oui, mais on ne peut pourtant pas vivre sans de temps en temps prendre l'air, hein? Pas de caprice, c'est moi qui commande. Avez-vous vu ça? Et de qui est cette lettre? Ah, voilà. Vous me promettez d'être sage? Oui. Alors, dis-moi de qui est cette lettre? Finissez d'abord votre thé, là. Elle est de notre fille Lida. Donnez à moi. Non. D'abord, comment savez-vous qu'elle est de notre fille, Lida? Oh, je suis pas aveugle. Je peux quand même reconnaître l'écriture de notre fille, non? Donne-la moi. Non. Si. Non. Et s'il te plaît, quitte ce ton de commandement. Tu me traites comme une gamine. Et j'ai mes 60 ans bien sonnés. Et même bien sonné, hein? Depuis bien longtemps. Ah, ça fait au moins 10 ans. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais 8 ans à peine. Bon, j'ai eu tort. Hein. Tu es un bébé, un tout petit bébé. Vous prenez beaucoup de plaisir comme ça à venir prendre des textes qui datent un peu, on va dire, et à les faire vivre comme ça sur scène? Oui, j'ai une passion, tout le monde le sait, le théâtre a toujours été ma passion, mais la littérature aussi, j'ai été prof de littérature pendant des années. Et ce que j'apprécie d'être maintenant au Centre culturel et depuis 7 ans de présenter les auteurs mauriciens, c'est que moi-même je les découvre. Très souvent, dans nos études, nous faisons les auteurs français,
et on néglige les auteurs mauriciens. Et notre littérature est très riche. Alors on s'est donné comme tâche d'aller trouver des auteurs du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe, et que l'on fait nos habitués découvrir. Le texte que vous avez joué sur scène est un texte russe, mais qui est très, très actuel. Exceptionnellement. Pourquoi je l'ai choisi? Je dois vous dire qu'à notre âge, Robert et moi, on ne trouve pas toujours des textes qui nous conviennent. Alors, je suis tombée dessus parce que j'ai un abonnement d'avant-scène, et quand c'est dans avant-scène, généralement, c'est une preuve de bonne qualité. Cet auteur russe est connu, et ce qui l'a touché dans cette pièce que vous avez vue, c'est un problème universel de vieux parents qui sont confrontés du jour au lendemain par des enfants qui viennent leur parler de divorce. Et pour eux, c'est très souvent un choc. Et c'est pourquoi je me suis dit, à mon âge, c'est un texte que je peux faire parce qu'il s'agit de deux personnes âgées. Je ne peux plus jouer les jeunes premières. Elle a fait son fameux pèlerinage là, au monastère. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir si elle continue ses cours de chant. Dépêche-toi, alors. Mais pourquoi es-tu pressé comme ça? Laisse-moi. Ben voilà, moi j'ai fini mon thé. Eh bien, voilà. Tu m'écoutes? Vous avez été prof, ce serait une façon intéressante aussi d'amener les jeunes vers la littérature en jouant comme ça devant eux. Oui, oui, on devrait d'ailleurs, nous sommes en train de caresser cette idée, et Robert et moi, l'année prochaine, de choisir des textes qui sont au programme et de les présenter. Comme vous voyez, nous faisons de la lecture théâtrale. Et je crois que c'est une manière de faire les jeunes découvrir autrement que de la classe de littérature où on ne fait que lire la première scène, on lit la deuxième scène, on fait une lecture expliquée. Il n'y a rien de plus embêtant que ça. Et c'est normal que beaucoup de nos jeunes n'aiment plus la littérature. Et je dois exprimer aussi là un petit regret, parce que ce que vous avez vu ce soir, nous travaillons des textes comme ça depuis 7 ans, et tous les mois. Et je peux compter les jeunes sur les doigts de la main parmi notre auditoire. Les jeunes, je crois, se contentent de leur texte-programme. Ils ne sont pas curieux. Ils ne veulent pas savoir qui est Jean Hérenne, ils ne veulent pas revoir du Cabon autrement, ni Bessac, ni tout ce monde qui a existé avant. On serait tenté de venir suivre le programme scolaire l'année prochaine. Ah ben, oui, nous sommes en train de lancer à partir de janvier des cours de littérature ici, après les heures de classe, au lieu que les élèves aillent chercher des professeurs qui parfois on trouve difficilement. Nous pensons organiser des cours après les heures d'école pour les étudiants de notre région. Moi, j'appelle ça notre factory area, comme c'est notre région, pour les aider à mieux travailler les textes programmes, la littérature française, n'importe quelle littérature. Il se trouve que nous faisons de la littérature. Enfin, on s'est donné comme tâche au centre culturel d'aborder les textes en français. Mais ça ne veut pas dire que demain, on ne ferait pas les textes dans notre langue mauricienne. Alors, Robert Furlong, c'est une façon intéressante de donner vie à des textes connus ou moins connus et de les présenter. Là, c'est sous forme de théâtre, de mini-pièces, mais en même temps, ça permet de donner envie de les découvrir et de les réactualiser, on va dire. Et même, j'ajouterais, de les comprendre. Je vous dirais par exemple que lorsque j'étais au collège, j'avais fait La Chute de Camus, que j'avais soi-disant compris. Bon, en fait, j'avais rien compris. 10 ans plus tard, quelque part, je crois que c'était à Paris, je vais assister à une lecture de La Chute. Et quelqu'un, un comédien, qui a lu La Chute. Et là, j'ai vraiment tout compris, parce qu'il a vocalisé ce que moi j'avais lu passivement, j'avais lu des mots, je m'étais précipité pour acheter une critique sur Camus, sur La Chute, j'avais presque appris les critiques par cœur, et finalement,
voilà, parce que je n'avais pas lu à haute voix. Lire à haute voix permet de comprendre parce que vous vocalisez la chose. C'est le drame de la littérature, l'enseignement de la littérature à Maurice, en français, en anglais, en hindi, en chinois, tout ce que vous voulez, parce que tant qu'elle n'est pas vocalisée, elle n'est pas maîtrisée. Hein. Les nuances de son, quand quelqu'un dit « je t'aime » ou « ah, je t'aime », il y a 3 façons différentes de dire. Déjà, on pourrait en faire 40 ou 50, mais la vocalisation permet de comprendre l'intensité du sentiment ou de la trahison aussi, pourquoi pas, derrière. Alors, il y a une petite réflexion avec Maryse Despeignés par rapport au fait de poursuivre l'expérience que vous avez commencée il y a 6-7 ans pour inviter les jeunes à découvrir des auteurs au programme, des auteurs mauriciens. Ce serait pas si difficile que ça à mettre sur place, cet exercice. Non, c'est pas si difficile. Il y a 2 ans, nous avons créé un spectacle La Fontaine. Et donc nous avons tourné dans une dizaine d'écoles c'est très facile, une mise en scène très souple et on disait des fables de La Fontaine en créole aussi, en français, le texte originaux, et en créole et la plupart des collèges où on a été ont vraiment adoré, ils ont aimé, ils ont peut-être un peu mieux compris La Fontaine aussi, et donc c'est pas tellement compliqué à mettre en place, ça demande du temps, et c'est vrai que comme Maryse, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je n'ai pas d'emploi qui m'oblige à être de 9h à 16h derrière un bureau, donc cette liberté-là nous permet justement de faire ce genre de choses, et d'être disponible en semaine pour aller dans les écoles, jouer. Et puis jouer c'est un tel plaisir. C'est vraiment c'est plus une passion. J'entendais Marie tout à l'heure dire que c'était une passion. Moi, c'est un vice, carrément. C'est un bon vice, on va dire. Oh, un bon vice, oui. Quels sont les textes d'auteurs de chez nous qui vous ont le plus marqué en les redécouvrant à la lecture? Alors, un peu tout le monde. Vous savez, par exemple, Robert-Édouard Hart. Tout le monde parle de Robert-Édouard Hart comme s'il connaissait Robert-Édouard Hart. Il y a beaucoup d'humour de Robert-Édouard Hart, en même temps qu'il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de poésie, beaucoup de beauté, mais il y a aussi des passages un peu grinçants. Jean Hérenne, c'est le pseudonyme de René Noyau. Il y a des textes qui sont très forts, des textes qui sont très beaux, il y a un peu de tout. Marcel Cabon, on ne connaît pas assez Marcel Cabon. Marcel Cabon était poète avant d'être conteur et rédacteur en chef. On prend Malcolm de Chazal, bien sûr, Chazal, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a des petits passages, par exemple, dans Petrus Mock, il est à côté du Peter Bott et il rencontre un vieux sage du coin et ils se mettent à discuter en créole. Et il y a comme ça quelques pages de Petrus Mock qui sont avec du français et du créole. C'est passionnant à découvrir. Il y a des trésors. Raymond de Kervern est un auteur prodigieux aussi. Celle qui a écrit Apsara, la danseuse, c'est un très très beau texte. Il y a des trésors cachés. Bon, je parle là d'auteurs de l'ancien temps, mais lisez Shehnaz Patel par exemple, lisez Natasha Apana, il y a quelques extraits que l'on peut prendre. Ananda Devi, on trouve vraiment des choses qui font plaisir. Je crois que quand quelque chose ne fait pas plaisir, bon bah ça ne vaut pas la peine, mais on trouve des choses qui font plaisir, qui parlent de nous, qui parlent de vous, qui parlent de moi, qui parlent de mon épouse, qui parlent de nous. Nous, c'est tous ces Mauriciens, c'est 1 300 000 personnes qui sommes là sur une île, nous sommes contents d'être sur une île, ben, chantons cette île-là. Et la littérature est une façon de chanter l'île.